Alors, la dernière fois, on a parlé des mécanismes de défense et aujourd'hui, on va continuer à en parler, mais d'une autre façon, à travers quelque chose qui touche de plus en plus de gens et qui est la question de la dépression. Alors, je parle autant là, des humeurs dépressives que des dépressions plus chroniques ou des fatigues chroniques ou des choses comme ça. Et je vais surtout parler de l'essence de la dépression, l'essence de ce mouvement-là de la dépression. Et je voudrais tout de suite le situer comme quelque chose d'extrêmement pénible, bien sûr, mais d'extrêmement sain. C'est comme la réaction de l'organisme, si vous voulez, à trop de pression. Alors, le mot le dit, c'est la dépression. Il y a trop de pression, il y a trop d'exigences, il y a trop de demandes qui sont faites pour toutes sortes de raisons. Et tout à coup, ça lâche, ça casse. Et là, la personne tombe dans un mouvement dépressif. Une des premières constatations qu'on fait au niveau psychologique par rapport à la dépression, c'est que c'est pas vrai que la personne a moins d'énergie. C'est parce que votre quantum d'énergie, votre quantité d'énergie, elle demeure à peu près pareille tout le temps. Mais l'énergie, on dirait, ne veut plus aller s'investir dans le monde extérieur. La libido va plus vers l'extérieur. Où est-ce qu'elle va? Elle reflue, elle refoule vers l'intérieur. Et là, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait ce que les personnes dépressives vivent. Beaucoup de tourments intérieurs, beaucoup de rêves, des cauchemars, des fantasmes. Mais c'est normal parce que le psychisme essaie de se recentrer et de recentrer la personne. Donc, c'est un mouvement. Vous aviez un mouvement d'énergie qui est venu animer l'extérieur. Tout à coup, ça devient, il y a un trop plein de ce côté-là, trop de demandes, trop d'exigences. On s'oublie, on perd son centre et tout à coup, la vague revient. Et elle va agiter des nouvelles idées, des choses du passé, beaucoup de choses, et permettre un nouveau mouvement qui va être une recréation de soi. Alors bien sûr, si je n'écoute pas ce mouvement-là et que je m'en vais contre le mouvement de la dépression, sans même vouloir m'en rendre compte, en niant que je suis en train de vivre un mouvement dépressif ou une humeur dépressive, bien, à ce moment-là, je suis en train de manquer une occasion de retrouver une créativité profonde. Mais bien sûr, personne n'aime ça, être privé des énergies qui lui servent normalement à entretenir, à stimuler le monde extérieur, à répondre aux demandes des autres, à plaire aux autres, à être performant et tout ça. Mais quand même, il y a souvent moyen d'atténuer les effets de la dépression en la reconnaissant d'abord, en reconnaissant la justesse du mouvement et en se disant, bon, je vais en faire un petit peu moins et je vais faire une démarche vers moi-même pour écouter un petit peu ce qui se passe en dedans. Alors, je voudrais vous donner un cas clinique, ça va être plus clair. Le cas, je l'ai appelé Henriette, c'est un nom fictif, et c'est quelqu'un que j'ai eu en thérapie. C'était une femme qui était dans la cinquantaine. Son fils vient de partir de la maison. Et Elvie était en situation monoparentale. Son fils vient de partir de la maison. Elle a un travail qu'elle aime bien, qu'elle aime beaucoup. Elle est gestionnaire, en fait, dans une grande entreprise. Et son fils étant parti, son travail devient sa principale raison de vivre. Maintenant, comme on le sait dans les dernières années, les postes de gestionnaire sont devenus de plus en plus difficiles parce qu'on a demandé beaucoup de ce qu'on appelait la rationalisation. Alors, beaucoup de contraintes au niveau de l'argent, beaucoup de choses à faire qu'on ne faisait pas, comme renvoyer des gens et tout ça, et beaucoup plus d'exigences et de performances à réaliser. Alors, elle tente de s'adapter et même de se suradapter, c'est-à-dire d'en mettre, à un moment donné, son système claque et elle commence vraiment à souffrir de dépression. Dans un premier temps, elle fait ce que la plupart des gens font, c'est prendre des antidépresseurs, et ce n'est pas nécessairement un mauvais mouvement non plus, ça dépend de la quantité qu'on prend et pourquoi on les prend. Si je prends des antidépresseurs pour oublier que j'ai une dépression, c'est un vrai problème, elle ne me lâchera pas. Si je prends des antidépresseurs pour me permettre au contraire de soutenir un travail psychologique, ben là, je suis en train de dire à ma dépression, je t'entends. Maintenant, j'ai besoin d'un peu d'énergie pour soutenir même tout ce travail-là de changement intérieur. Et les antidépresseurs vont permettre de soutenir le mouvement réel de travail intérieur. Mais si j'en prends pour oublier que je ne vais pas bien, c'est un bandage, c'est un plaster qu'on met sur un gros bobo qui, lui, ne partira pas de lui-même. Il va revenir autrement. Il va devenir pire parce qu'il va passer du psychisme au physique, probablement, parce qu'il y a quelque chose que je ne veux pas résoudre au niveau émotionnel, au niveau affectif. Alors, il va sombrer dans le corps. Et ça va créer des problèmes de ce qu'on appelle la psychosomatisation. Donc, elle rentre en dépression et antidépresseur. Et premier mouvement, c'est qu'on en remet sur la performance. OK? Alors, à ce moment-là, pour en remettre sur la performance, et c'est là que c'est le lien avec nos mécanismes de défense dont on parlait la semaine dernière, si j'en remets sur la performance, là, je suis obligé d'utiliser beaucoup de mécanismes de défense. Je suis obligé de mobiliser les défenses du moi pour ne pas être touché par ces humeurs dépressives-là. Alors, bien sûr,
Elle répond encore plus aux demandes des autres. Elle tente de plaire à tout le monde. Et bien sûr, là, on rentre vraiment dans une névrose. Une névrose, c'est le moment où, justement, mes mécanismes de défense sont tellement mobilisés pour que je puisse avoir de l'allure encore un peu, que je finis par étouffer ce que Freud appelait le ça, c'est-à-dire la force pulsionnelle de l'être. Et si vous coupez votre force pulsionnelle, ben c'est comme si vous coupez le réacteur, là, vous n'avez plus d'énergie, vous êtes en train de vous couper de la base de l'affaire, de la force de vivre, de la libido, du désir de vivre même. Alors, elle devient très névrosée, c'est un passage très névrotique, où on en remet, pour plaire à tout le monde, répondre aux demandes, être aussi efficace qu'avant, être plus capable, et là, vous allez avoir une vraie dépression carabinique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui marche et que la personne sombre. Alors, bien sûr, ça veut dire arrêt de travail, c'est pénible, hein? Mais ça voulait dire dans son cas aussi thérapie. C'est comme ça qu'elle a abouti dans mon bureau. Et j'ai commencé à travailler avec elle sur comment son travail avait perdu son sens. Parce qu'il faut savoir une chose extrêmement importante par rapport à la dépression, c'est toujours lié à une perte de sens de l'individu. C'est-à-dire que ce que l'individu est en train de faire n'a plus de sens pour lui. Soit que ça n'a plus de sens dans l'environnement du monde contemporain, soit que ça n'a plus de sens dans sa vie et que ça n'a plus de sens pour ce qu'elle est profondément et qu'elle a laissé de côté pour performer. Alors, dans son cas, c'était très intéressant. Elle avait voulu être danseuse à l'adolescence et je pense que c'était un accident ou quelque chose qui l'avait empêchée de faire ça, mais elle était restée toujours très proche de la danse. Mais les dernières années, à cause du travail et tout ça, plus de spectacles de danse, plus rien qui en rapprochait. Au contraire, de moins en moins parce que ça lui rappelait trop son désir créateur qui était négligé, qui était laissé de côté. Donc, la vie culturelle s'amenuise, il n'y a plus rien que le corridor du travail, et bien sûr, on aboutit à un tunnel qui est plutôt noir. Alors, on se met à parler de tout ça parce que, je lui dis, vous savez, la dépression, cette perte de sens-là, elle est liée au fait que c'est votre essence, c'est-à-dire ce dont vous avez vraiment le goût, n'est pas utilisé, n'est pas exprimé dans le monde. Oui, il m'a dit, écoutez, 55 ans, je ne ferai pas de la danse, là. Mais je dis, je ne ferai pas de la danse, bien sûr, mais peut-être que ce serait intéressant, ce serait quand même d'aller vers un cours de danse ou quelque chose comme ça, qui vous redonne le goût de bouger et tout ça. Et effectivement, elle se trouvait trop vieille pour faire des danses un peu trop organisées, donc elle s'est trouvée un cours de danse improvisé, elle adorait ça. Et en plus, elle a pris des cours de yoga pour s'étirer, tout ça, pour compléter sa danse. Et bien sûr, ce qui est intéressant à travers tout ça, c'est que peu à peu, comme la dépression qui est un symptôme est entendue par la personne, la dépression a joué son rôle. Elle n'a plus besoin d'être là ou d'être aussi présente parce que la personne est en train de se répondre à elle-même. Alors, je diminue un petit peu les exigences au travail ou mes exigences par rapport à moi-même au travail. Parce que c'est ça qui est en jeu. Ce n'est pas juste les exigences du travail sur la personne, c'est la personne prise dans ses jugements parce qu'elle performe moins qu'avant, parce qu'elle répond moins aux demandes ou un peu moins bien. Et elle se juge là-dedans. Alors là, le travail de la thérapie, c'était d'amenuiser les jugements sur soi et de se repermettre l'accès au plaisir, à la joie de bouger, à la joie de danser, à la joie d'exister. Alors bien sûr, ça, c'est un très, très bon remède pour la dépression. Parce que si je me remets dans un travail créateur, tout à coup, le goût de la vie reprend. C'est pas une blague, mais il y a un dicton qu'on utilise dans ma profession qui est « La personne qui dessine sa dépression n'est pas la même que la personne qui est déprimée. » Parce que je crée une distance. C'est la personne saine qui dessine sa dépression. C'est la personne saine qui voit sa dépression. Alors, dans le cas d'Henriette, on pourrait dire la personne qui danse sa dépression, c'est pas la même que la personne qui est déprimée. Et c'était très, très clair pour elle aussi. Alors, ça nous... quand on souffre d'humeur dépressive, il faut vraiment se poser des questions sur qu'est-ce qui arrive avec ma créativité? Est-ce que j'ai encore le feu dans ce que je suis en train de faire? Et sans nécessairement avoir à quitter ce que je suis en train de faire, où est-ce que je peux trouver du feu dans ma vie? Quelle est la flamme que je peux rallumer qui me donne vraiment le petit « Ah! J'ai encore le goût de vivre, j'ai encore le goût de bouger. » Ou peut-être j'ai le goût de me retirer plus à l'intérieur, de m'accorder plus de temps pour moi, de respecter plus qui je suis parce que mon travail m'entraîne à un petit peu
à l'extérieur de moi, il m'amène à utiliser des habiletés, mais qui ne sont pas nécessairement mes goûts profonds. Alors c'est vraiment, il y a une question, c'est un moment pour se poser des questions sur les goûts profonds et leur donner de la place, au fond. Alors, ça a bien sûr des conséquences sur une question qui est très, très souvent demandée aux thérapeutes, en conférence, dans le cabinet, c'est qu'est-ce qu'on fait si nous, on vit avec quelqu'un de déprimé? C'est la question à 100 000 $ dans le fond. Si vous vivez avec quelqu'un de déprimé, c'est vraiment pas le temps de souligner ses bêtes noires. C'est pas le temps de lui dire « tu devrais être grouillé ». C'est le temps, chaque jour, de trouver une petite qualité, une petite flamme que trouver dans la personne parce que vous l'aidez comme ça à rallumer sa flamme. « Ah, tu trouves que je suis un petit peu créateur? Ah, tu trouves que je fais bien telle chose? Ah, tu trouves que ça a du bon sens quand je pense comme ça? » Peu importe ce que c'est, à condition que ce soit vrai, bien sûr, mais vous allez vous axer plus sur « tiens, c'est ça sa vie, lui. Il est vivant puis il me donne de la vie quand il est comme ça. » Vous allez souligner ces aspects-là chez la personne et ça lui permet de lui d'avoir un soutien intérieur, de reconnaître encore des bonnes choses chez lui. Parce que le problème de la dépression, bien sûr, c'est que le nuage noir il est stationné au-dessus de la tête et on voit que les aspects négatifs et ombrageux de soi-même, les aspects sombres de la vie aussi. Alors, quand vous faites voir à la personne les aspects plus lumineux, chez elle, on ne peut pas l'obliger à avoir des aspects lumineux dans la vie, il n'y en a pas. Mais chez elle, tout à coup, elle se dit « Ah ben c'est vrai. Tiens, Colette pense comme ça, je ne dois pas être si pire que ça doit être pas si pire mon affaire. » Ça donne un petit peu d'espoir. Quand on est déprimé, les petits mots d'espoir, ça aide à avancer. Mais il y a autre chose que vous pouvez faire, qui est un peu plus exigeant, c'est que vous, si vous prêchez à l'autre d'aller vers sa créativité, et que vous-même vous êtes dans une vie où vous n'utilisez pas votre créativité, et dans une vie qui n'a pas beaucoup de sens à vos propres yeux, c'est un sermon pour rien. Alors, ça veut dire que vivre à côté de quelqu'un de déprimé, c'est une véritable initiation. Pas une initiation parce qu'on vit avec le malheur, une initiation dans le sens de dire, tiens, moi, je vais devenir la personne qui est vraiment en lien avec sa force de vie, en lien avec sa créativité, et c'est cette force-là qui va entraîner l'autre par effet de contamination, au fond. Alors, au fond, on peut vraiment faire c'est difficile d'accompagner quelqu'un qui est déprimé. Ça va demander d'aller puiser vraiment dans ses ressources intérieures, d'amener beaucoup de lumière dans la situation, beaucoup de compréhension, ça développe la compassion énormément, mais aussi ça devrait développer tout l'aspect créatif, parce que si moi, ça m'invite à aller vers ma créativité, je vais d'autant mieux pouvoir aider un enfant, un conjoint, une conjointe, à aller vers sa propre créativité, un ami, pour dire, tiens, quand je fais telle chose, j'ai vraiment du plaisir, est-ce que tu as envie de m'accompagner? Si vous retrouvez votre créativité, vous allez être une stimulation pour tout votre environnement humain. Et au fond, être de bonne humeur parce qu'on est près de notre créativité, pas une fausse bonne humeur, mais parce qu'on est près de notre créativité, c'est vraiment un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire aux êtres humains qui nous entourent et qu'on aime. À la prochaine!